Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle webconférence. Donc la webconférence du jour est à destination des élus de CSE, des chefs d'entreprise, et des, responsables de ressources humaines, puisque nous sommes tous concernés, par la lutte contre les discriminations dans nos entreprises. Alors c'est un sujet qui, est rentré dans l'actualité, la semaine dernière et encore en tout début de semaine, puisqu'une étude a été publiée, une étude réalisée par le cabinet Occurrence, qui nous révélait que 48 des salariés estimaient, avoir été victimes de discrimination au sein de leur entreprise, et ce chiffre est encore plus important, chez les jeunes salariés puisque, de leur côté, ils sont 55 à s'estimer, victimes de discrimination. Donc c'est dire si c'est un sujet vraiment d'actualité. Il y avait également une autre, étude qui montrait que, en gros, un cabinet de recrutement sur 2 était prêt à, faire de la discrimination, à l'embauche. Donc c'est, vraiment un sujet important, et il nous paraissait essentiel de l'aborder en webconférence, avec vous. Donc avant d'entamer, cette webconférence, quelques petits mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Jury Travail, c'est le leader, de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur, l'actualité, juridique, mais c'est surtout un abonnement, qui vous donne accès à une très riche base documentaire, juridique rédigée dans un langage clair. Cette base documentaire est également composée de courriers ou de modèles de contrats. Et l'abonnement vous donne enfin accès à une équipe de juristes qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin, de notre webconférence, nous vous communiquerons un lien, qui vous permettra de, tester notre service en posant gratuitement votre première question, à l'un de nos juristes. Enfin, Jury Travail, c'est également un réseau, d'avocats, auquel, appartient, maître, Kébé Soré, avocate au barreau de Pontoise, que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui, car nous avions déjà eu, la chance d'animer une webconférence ensemble, qui était absolument passionnante sur les obligations de l'employeur en matière de formation. Donc si vous souhaitez revoir cette webconférence, ma collègue est en train de vous communiquer, le lien par chat. Donc bonjour à vous maître et ravie de vous retrouver. Merci beaucoup d'être, parmi nous de nouveau aujourd'hui. Bonjour à tous et merci encore une fois de me faire confiance pour animer cette présentation sur la discrimination en entreprise. Alors, si vous souhaitez, poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser dans l'onglet «Questions» dans la partie située à droite de la vidéo, et je remercie vivement ma collègue Marine qui répondra donc à vos questions au cours de cette webconférence en vous orientant vers des dossiers ou des articles de notre site. Et si vous avez besoin de conseils juridiques, je vous invite à contacter maître Kébé Soré, dont vous voyez actuellement, les coordonnées à l'écran. Donc comme, d'habitude, nous avions mis à votre disposition, en amont de cette webconférence, un formulaire vous permettant de nous envoyer, vos questions. Nous les avons transmises à notre invité qui va donc, y répondre. Nous avons prévu une durée de 45 minutes. Vous savez qu'on essaye de s'y tenir, mais qu'il peut nous arriver néanmoins de déborder un tout petit peu. On essaiera vraiment, vraiment de s'y tenir. Donc nous avons, regroupé en fait vos questions, selon 4 thématiques. Tout d'abord la définition, de la discrimination dans le code du travail. Ensuite, une partie prévention de la discrimination dans l'entreprise. Enfin, une partie sur comment réagir quand des cas de discrimination sont rapportés dans l'entreprise, et nous terminerons par les sanctions, encourues en cas de discrimination. Donc, commençons par la définition de la discrimination, dans le code du travail. Pouvez-vous nous la donner, maître? Et on sait qu'il existe 23 motifs de discrimination qui sont répertoriés. Quels sont-ils?
Alors, oui, alors effectivement, sur la définition de la discrimination, le Code du travail donne des éléments utiles pour tenter de discriminer, de définir, cette discrimination. Et elle, d'ailleurs, à ce titre, elle consacre un chapitre et un titre entier à la discrimination. On retrouve à l'article 1132-1 du Code du travail un détail, donc une liste des motifs discriminatoires qui peuvent être retenus dans des situations d'entreprise. Ces motifs, quels sont-ils? Eh bien, ils sont détaillés et comme vous le disiez, ils sont au nombre de 23. Alors, c'est pas exhaustif parce qu'on peut avoir d'autres situations effectivement de discrimination qui peuvent être retenues. Ils peuvent être l'origine, le sexe, les mœurs, l'identité. Ça peut être également la situation de famille ou de grossesse, les caractéristiques génétiques notamment qui sont retenues par le code, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, à une nation. Ça peut être également les opinions politiques, l'exercice et l'activité syndicale ou mutualiste, l'exercice également d'un mandat électif et les convictions religieuses. Alors, il y a également l'apparence physique, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé ou le handicap, la situation de vulnérabilité du salarié également, qui résulterait d'une situation économique, la perte d'autonomie, la capacité à s'exprimer et sa domiciliation bancaire. Donc, on voit à travers cet article 1132-1 que finalement, les motifs de discrimination peuvent recouvrir des situations extrêmement diverses. Et la discrimination, c'est le fait, à travers ces motifs et ces situations très diverses, de traiter défavorablement un salarié ou un collaborateur dans l'exercice du contrat de travail. C'est-à-dire qu'on va, de manière discriminatoire, lui réserver un traitement différent et défavorable lors de l'exécution de ce contrat de travail. Et le Code du travail, voilà, il consacre vraiment, et c'était la volonté du législateur, il consacre vraiment des outils juridiques et des protections vis-à-vis de certains salariés dans des situations diverses, comme on a pu le voir, mais évidemment, nous y reviendrons un peu plus tard dans le cadre de cette présentation. Voilà, pour ce qui est de la définition de la discrimination. Merci beaucoup, maître. Alors, on parle très souvent de la discrimination à l'embauche, c'est la discrimination dont on entend le plus fréquemment parler, mais la discrimination peut intervenir à différents moments d'une carrière professionnelle. Pouvez-vous nous les détailler? Oui, bien évidemment. Alors effectivement, comme vous venez de le souligner, dès l'embauche, la discrimination peut se manifester. D'ailleurs, comme vous l'avez très bien dit lors de la présentation de ce webinaire, eh bien, l'actualité nous livre actuellement un exemple assez éloquent. Puisque, comme vous le disiez, une vaste enquête menée par SOS Racisme a permis de dénoncer que lors de l'embauche, eh bien, près d'une agence d'intérim sur 2 dans le secteur du bâtiment est prêt à discriminer à la demande de ses clients pour satisfaire ses collaborateurs. Mais effectivement, en dehors de l'embauche, la discrimination peut apparaître tout au long de la vie du contrat de travail et tout au long de la vie du salarié ou du collaborateur, donc de la vie professionnelle. Elle peut s'observer lors de l'accès à des formations. Elle peut surtout, et c'est souvent ces exemples qui sont cités, être observée au niveau des rémunérations et des écarts de salaire entre les salariés. Ça l'est notamment entre les hommes ou les femmes, où on remarque dans certains secteurs, ou même de manière très, très générale, des écarts et des inégalités salariales. Et puis, on va retrouver des moments ou des périodes de carrière, de la carrière professionnelle des salariés ou des collaborateurs,
des moments où finalement le salarié va être plus susceptible de faire l'objet d'une discrimination. Il peut s'agir par exemple d'une période de maladie ou bien également une période de grossesse et de maternité qui fera que tout au long finalement de la vie du contrat de travail et la vie professionnelle d'un individu, la discrimination peut se manifester. Donc voilà, elle prend diverses formes, mais aussi elle apparaît à différents moments de la vie du contrat de travail et de la vie professionnelle d'un individu. Voilà. Alors, juste une petite question qui nous a été posée par une internaute que je vous soumets. La réponse est assez simple. Est-ce qu'une différence de traitement entre deux salariés exerçant le même poste peut être considérée comme de la discrimination? Bien sûr, tout à fait. Il faut tout à fait une différence de rémunération pour un même poste à poste égal peut être effectivement, en tout cas, si l'employeur n'arrive pas à justifier cette différence salariale, sera en tout cas considérée comme de la discrimination. Et ça, c'est important de le noter. Si l'employeur ne peut pas le justifier, eh bien, dans ce cas-là, ça sera considéré comme de la discrimination. Tout à fait. Et les formes de justification, ça peut être une plus grande expérience au moment de Exactement. l'embauche, etc. Enfin, Tout à fait. c'est l'exemple, enfin, oui, c'est Le plus donné, oui, le oui. motif le plus donné. Tout à fait. Alors certains cas de discrimination sont un petit peu plus protégés et sont plus particulièrement ciblés dans le code du travail puisqu'ils font l'objet d'articles spécifiques. Pouvez-vous nous dire lesquels? Oui, tout à fait. Alors, on retrouve dans le Code du travail plusieurs types de situations qui font l'objet d'articles dédiés par le Code du travail. Alors, pour vous en donner quelques-uns, puisqu'en fait, ils sont assez nombreux, on peut citer les situations de grève. Hein, ça, c'est l'article 1132-2 du Code du travail qui le consacre. Mais également des discriminations que sont susceptibles de connaître des salariés de par leur orientation sexuelle. De même, on a des articles dédiés et notamment un chapitre qui vient consacrer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et voilà lutter contre cette inégalité. Et on en parlait là sur cette question très intéressante de l'internaute par rapport à l'inégalité, en tout cas la différence de rémunération et de traitement salarial entre deux personnes qui ont le même poste, cette question est assez opportune au regard de ce principe. À ce titre, on peut effectivement citer une décision de justice assez récente de 2019, d'octobre 2019, qui avait condamné donc un employeur, donc en l'occurrence un gros groupe d'assurance Generali, on va le nommer, qui avait été condamné donc à verser une somme assez importante à une salariée qui considérait avoir occupé le même poste que le même poste que son homologue masculin et donc a été condamné à verser près de 110 000 euros de dommages et intérêts. 161 000 euros, pardon, je me trompe, de dommages et intérêts en réparation de ce traitement discriminatoire. Donc, on s'aperçoit que finalement, c'est un véritable enjeu pour les entreprises de bien prendre en compte le risque qu'elles encourent si elles ne prennent pas à cœur et si elles ne prennent pas en compte les enjeux de cette question. Alors, je le rappelle, évidemment, c'est mon rôle. Hein, c'est une définition qui n'était pas encore définitive puisqu'ils ont fait appel. Donc, ils ont la possibilité, l'entreprise a fait appel de cette décision. Elle n'est pas définitive, mais en première instance, en tout cas, ils ont été condamnés à payer cette somme en réparation de ce préjudice et cette différence de traitement salarial. Donc, les risques sont importants. Et on a également d'autres textes qui protègent de manière plus spécifique les salariés, comme je pense
comme tout le monde le sait, les femmes en période de grossesse qui sont protégées pendant cette période de maternité. Donc, on retrouve un arsenal assez important dans le Code du travail, dont il faut se saisir pour lutter contre les discriminations. Voilà. Merci beaucoup, maître. Donc, parlons maintenant de la prévention, justement, pour éviter d'en arriver à ces décisions de justice. Comment éviter la discrimination dans nos entreprises? Eh bien, comment éviter? Eh bien, comme vous l'indiquez, je pense que, en tout cas, la prévention reste le meilleur moyen de faire perdurer ces situations de discrimination. Alors, la première chose, ça peut être à certains moments clés, comme on vient de les évoquer, certains moments clés de la carrière professionnelle des salariés, c'est d'établir avec les différents services de recrutement, d'embauche, puisque l'embauche est un moment sensible, dans ces questions de discrimination, et bien de créer des process et de créer des situations et des éléments et des outils objectifs pour les recruteurs pour éviter ces situations de discrimination. Plus on objective, si je peux me permettre ce mot un peu bizarre, plus on objective les critères de recrutement et plus on arrivera à prévenir des situations de discrimination. Il faut, donc ça c'est un premier élément. On le retrouve, donc cette nécessité d'objectiver les critères, c'est au niveau de l'embauche, mais au niveau des rémunérations et au niveau des promotions. C'est-à-dire qu'on peut tenter de retenir des critères neutres comme les fonctions, les responsabilités, les contraintes particulières, les compétences, qui vont nous permettre d'écarter, de prévenir ces situations de discrimination. On peut mettre également des systèmes d'alerte et nommer des référents sur ces questions de discrimination pour faciliter et encourager les salariés à dénoncer ces situations de discrimination. Parce que plus un employeur va laisser perdurer une situation de discrimination, et bien moins les salariés auront tendance à dénoncer ces situations, et finalement on va laisser perdurer des situations de discrimination pour les salariés. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et ensuite, on peut également former et sensibiliser les salariés, donc informer sur ces risques de discrimination. Et plus on va effectivement sensibiliser les personnes sur les risques de discrimination, et bien plus on pourra tenter d'écarter ces situations, ces menaces et ces dangers. Et il y a aussi quelque chose d'important auquel les employeurs ne pensent pas forcément, c'est de mettre au point des indicateurs pour essayer de quantifier ces situations de discrimination. Et je souhaiterais indiquer aux directions, aux RH, etc., qu'ils disposent d'un outil assez efficace, assez intéressant, qui a été mis au point par le Défenseur des droits. C'est un guide, en fait, un guide très efficace qui a été mis en place et intéressant, dans lequel on pourra trouver toutes sortes de choses intéressantes et qui doit permettre aux employeurs et aux directions d'entreprise de mesurer ces situations de discrimination. Donc, il y a de différentes méthodes disponibles et de procédures à suivre, en fait, des process qui sont mis à suivre pour établir ces indicateurs de mesure fiables. Donc, vous le retrouvez sur le site de Défenseur des droits et c'est un guide très intéressant. Donc, j'invite les employeurs à le télécharger sur le site sur ce site. Alors pour les internautes qui assistent pour la première fois à l'une de nos webconférences, je précise que systématiquement, à la suite de votre inscription, vous recevez un email avec la vidéo et le plan de la webconférence. Je mettrai le lien du document dont parle maître Québé-Sauret dans cette actualité avec la vidéo. Voilà. Et si je peux me permettre, le guide s'intitule « Mesurer pour progresser vers l'égalité des chances ». C'est le titre de ce guide. Parfait, merci beaucoup maître.
Donc les représentants du personnel et les instances syndicales ont aussi un rôle à jouer. Des accords d'entreprise peuvent-ils être négociés, à ce sujet? Si oui, que peuvent-ils contenir? Et la lutte contre la discrimination en entreprise peut-elle également s'inscrire dans la politique RSE? Oui, tout à fait. C'est une question très intéressante. Donc, oui, effectivement, hein, les accords d'entreprise voilà, peuvent être signés à ce sujet et ce peut être des instruments extrêmement efficaces pour lutter contre la discrimination. Donc la réponse est bien entendu positive hein, sur les accords d'entreprise et cela peut consister pour ce qui concerne du contenu de cet accord, d'un engagement de la direction pour lutter contre la discrimination. Donc ça peut déjà passer par un engagement et une sensibilisation des équipes de direction, des équipes de ressources humaines et des salariés référents pour la diffusion de documents d'information. Donc voilà, via cet accord, on pourra s'engager à diffuser régulièrement des communiqués, des communications sur les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles également, évidemment, aux entreprises. Ça peut également consister à prévoir la désignation d'un interlocuteur privilégié, d'un salarié référent sur ces luttes contre les discriminations qui va se saisir du sujet dans l'entreprise et formuler des propositions. Ça peut être plus concrètement, par exemple, dans cet accord, de prendre l'engagement de promouvoir l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite. Donc, ça sera là, pour le coup, une action beaucoup plus concrète voilà, et plus tangible hein, sur les engagements faits pour l'accès aux personnes handicapées et la lutte contre la discrimination de ces personnes. Et par exemple, prendre l'engagement de diversifier au niveau des ressources humaines des profils de candidats voilà, plus diversifiés pour promouvoir là, une diversité au sein de l'entreprise. Donc effectivement, les accords d'entreprise peuvent contenir des instruments utiles pour la lutte contre la discrimination. Et effectivement, j'invite les entreprises à s'engager dans cette voie. Sur la deuxième partie de la question, si la lutte contre la discrimination s'inscrit dans la politique RSE d'une entreprise, et évidemment, oui, elle s'inscrit dans la politique RSE d'une entreprise, et plus concrètement, par la signature d'une charte éthique ou la charte de la diversité qui permet effectivement aux entreprises de s'engager pour lutter contre la discrimination. Donc, pour ces deux questions, je réponds évidemment de manière positive sur l'engagement et sur ces instruments pour la lutte contre la discrimination. Et étant moi-même déléguée syndicale, c'est l'occasion dans ces accords ou dans ces chartes de mettre en place justement les indicateurs dont vous parliez, de se mettre d'accord sur les indicateurs à suivre et prévoir des clauses de revoyure pour avoir un suivi régulier de ces indicateurs. Tout à fait. Alors, autre question qui nous a été envoyée, vous avez un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, mais l'employeur est-il soumis à des obligations de formation pour éviter la discrimination à l'embauche? Et si oui, quelles sont-elles et dans quel cas précis? Tout à fait. Eh bien oui, parce que le législateur a prévu des dispositions concrètes et des obligations pour lutter contre la discrimination. Et elle forme, parce qu'il considère que la formation, donc finalement comme la prévention, hein, permet de lutter efficacement contre la discrimination. Il a prévu depuis la loi de 2017, donc la loi égalité et citoyenneté, que toutes les personnes en charge du recrutement dans les entreprises de plus de 300 salariés, eh bien, mais également, alors, il faut que je sois exhaustive et complète sur ce sujet, mais également tous les collaborateurs des cabinets spécialistes hein, de recrutement. Voilà. Eh bien, ces personnes devront tous les 5 ans eh bien, suivre une formation pour être formé à la non-discrimination lors de ces phases de recrutement. Et donc, j'invite
les employeurs qui nous suivent à être à jour de ces obligations, puisque c'est tous les 5 ans que ces personnes qui interviennent lors du recrutement doivent être formées, et en les avertissant que si jamais un salarié de manière individuelle vient reprocher les situations de discrimination d'entreprise, si on s'aperçoit qu'il n'a pas respecté et satisfait à cette obligation, ça pourra lui être reproché. Voilà. Après, on peut effectivement regretter que ces dispositions ne concernent que les entreprises de plus de 300 salariés. Mais effectivement, c'est déjà un pas, et il faut être conscient et à jour de ces obligations par rapport à ça. Voilà. En effet. Alors, comment réagir quand des cas de discrimination sont rapportés dans l'entreprise? Donc, une question émanant plutôt d'un responsable RH, j'imagine. L'un de nos salariés s'est rendu coupable d'actes discriminatoires. Sommes-nous dans l'obligation de le licencier pour faute? Que risquons-nous si nous ne le faisons pas? Alors, c'est une très bonne question. La première chose que je souhaiterais souligner, c'est que l'essentiel, c'est de réagir. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les employeurs prennent conscience que face à une situation de discrimination, il faut avoir une réaction, proactive. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas rester dans une situation de passivité si effectivement on s'aperçoit qu'un salarié est l'auteur de faits de discrimination. Et dès lors que l'employeur a connaissance de cette situation, il doit tout mettre en œuvre pour faire cesser d'une part cette situation de discrimination, évidemment, et surtout diligenter à l'encontre de ces salariés fautifs une procédure disciplinaire. Alors, s'il considère que compte tenu des faits, le maintien est impossible dans l'entreprise, il devra licencier pour faute grave. Mais il faudra effectivement, d'une manière ou d'une autre, diligenter une procédure disciplinaire à son encontre. Après, si c'est une faute grave, c'est selon les faits et les éléments d'espèce qui nous permettront d'étudier et de conclure qu'il faut effectivement licencier de manière disciplinaire ce salarié. Alors, évidemment, et je voulais cette petite parenthèse, il devra au préalable, comme toute procédure disciplinaire, s'enquérir de la véracité des faits de cette situation pour ne pas sanctionner un salarié sur de simples supputations. Donc ça fait partie, si vous voulez, de toute situation procédure disciplinaire et de vérifier, donc diligenter une enquête s'il y en a besoin, etc., pour vraiment se saisir de l'affaire. Mais en tout cas, il faut qu'il réagisse. C'est la première des choses. Et s'il ne le fait pas, et s'il reste passif, effectivement, on pourra lui reprocher de ne pas avoir agi pour effectivement protéger le salarié victime. Les risques sont importants. Puisqu'il pourra être amené à réparer le préjudice subi, en sachant que les entreprises, les personnes morales peuvent être également, si vous voulez, sanctionnées pénalement pour ne pas avoir réagi. Donc ça, c'est important de le souligner. Il faut en tout cas réagir et avoir une réaction immédiate pour faire cesser la situation, et ensuite agir pour protéger le salarié victime. Ça, c'est important. Voilà. Oui, en effet. Alors, on se place cette fois-ci un petit peu de l'autre côté, puisque cette fois-ci, c'est une question d'élu de CSE qui nous a été envoyée. Donc, je suis élu de CSE et un salarié est venu me signaler qu'il était victime de discrimination. Que puis-je lui conseiller de faire? Quels sont ses recours et quelles preuves doit-il fournir? D'accord. Alors, si un membre du CSE est effectivement informé d'une situation de discrimination, de la même manière, il faut qu'il réagisse rapidement, et il doit surtout en saisir immédiatement l'employeur. Je précise qu'il faut toujours le faire par écrit, il faut toujours laisser des traces, ça c'est déterminant.
Donc, peu importe d'ailleurs la forme de l'écrit, hein, mais en tout cas, il faut laisser un écrit pour démontrer et se constituer une preuve de la notification de cette situation de discrimination auprès de l'employeur. Ça, c'est la première chose. Donc, l'employeur, lui, comme on l'a abordé un peu plus avant, eh bien, il devra effectivement mener ses recherches, ses investigations et son enquête de son côté. Et si jamais l'employeur ne réagit pas, eh bien, le salarié ou bien le membre du CSE avec l'accord du salarié pourra saisir le Conseil des prud'hommes pour que le juge intervienne et fasse cesser cette situation de discrimination. Quels sont les recours pour le salarié? Eh bien, on va lui conseiller, d'une part, s'il ne l'a pas déjà fait, d'informer lui-même également, il peut le faire s'il est s'il a la possibilité de le faire et qu'il n'est pas dans une situation de vulnérabilité, évidemment, d'avertir lui-même l'employeur, par écrit toujours. Ensuite, les recours, eh bien, les recours sont les suivants. C'est un recours civil auprès du Conseil des prud'hommes qui peut être diligenté pour faire à la fois annuler les actes de discrimination, mais également solliciter la réparation individuelle de son préjudice. Et il y a également un recours pénal, comme on l'a évoqué, avec un signalement auprès du procureur de la République si c'est utile, ou la gendarmerie, de la police, parce qu'il y a vraiment ce volet pénal qui voilà, à la disposition du salarié pour effectivement lutter contre ces formes de discrimination. En termes de preuves, donc les preuves qu'il doit fournir, eh bien, le Code du travail, lui, il considère que le salarié doit produire des preuves qui laissent supposer l'existence d'une discrimination. Et ce sera à l'employeur ensuite, au vu des preuves voilà, produites par le salarié, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination. Et donc ça, c'est si c'est l'employeur lui-même ou la direction qui est elle-même auteur de la discrimination. Après, si effectivement c'est un salarié, on va dire, qui à l'insu de la direction eh bien, est l'auteur d'une situation de discrimination, il devra montrer qu'il a lutté efficacement sur le plan de la prévention, mais également qu'il a tout fait pour mettre un terme eh bien, à ces agissements et à cette situation de discrimination. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, venons-en maintenant au harcèlement discriminatoire, qui est un terme reconnu par la loi. En quoi se différencie-t-il du harcèlement moral au niveau de sa reconnaissance? Tout à fait. Eh bien, alors le harcèlement discriminatoire, comment se définit-il? Eh bien, en fait, le harcèlement discriminatoire, c'est tout agissement qui est lié à un motif les motifs discriminatoires qu'on a évoqués un peu plus haut, hein, dans la première partie de cette présentation, qui est subi par un salarié ou un collaborateur et qui a pour objet, en fait, de porter atteinte à la dignité ou à la personne de l'intéressé, donc victime de cet harcèlement discriminatoire. Et ces agissements, ils vont créer un environnement humiliant, dégradant, hostile, voilà, offensant pour la victime de cet harcèlement discriminatoire. Donc concrètement, en fait, il peut s'agir de brimades, de plaisanteries, de propos déplacés, de propos qui n'ont rien à voir avec le travail effectué, des mises à l'écart des mises à l'écart collectives injustifiées et soudaines. Et à la différence finalement du harcèlement moral, c'est que on ne va pas retenir, si vous voulez, le caractère répétitif. C'est-à-dire qu'un seul fait d'harcèlement discriminatoire eh bien, suffira à faire reconnaître cette situation de discrimination. Ce n'est pas le cas du harcèlement moral. Le harcèlement moral, eh bien, il faut démontrer ce caractère répétitif, comme vous le savez. Donc, c'est un régime assez différent. Et également, il faut noter que le fait qu'il n'y ait pas de volonté de nuire démontré de la part de l'auteur de ce harcèlement discriminatoire,
eh bien, ne fait pas échec, ne fait pas échec à la reconnaissance de le harcèlement discriminatoire. Donc voilà pour les différences en fait entre le harcèlement discriminatoire et le harcèlement moral. Voilà, ça vise à exclure et à dégrader la victime de ce harcèlement discriminatoire. Très Voilà. bien, merci, beaucoup maître et une dernière question, sur cette partie. Vous avez parlé de témoins de discrimination. Sont-ils protégés, au cours enfin, s'ils interviennent et qu'ils témoignent de faits discriminatoires, dans leur entreprise, sont-ils protégés? L'employeur, peut-il prendre des sanctions, contre eux? Alors, eh bien, effectivement, le législateur a vraiment voulu protéger ces personnes, ben, évidemment pour que cette lutte contre la discrimination soit efficace. Si les personnes qui désignent et qui dénoncent l'effet de la situation de discrimination font l'objet de sanctions, eh bien finalement la lutte contre la discrimination, elle serait totalement inefficace. Et donc ils ont prévu dans le Code du travail donc des dispositions et des articles qui consacrent cette protection. Ce qui fait qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire pour avoir témoigné des agissements discriminants de la part de l'employeur. Donc voilà, il est impossible pour un employeur de licencier un salarié parce qu'il aurait dénoncé des faits discriminatoires ou discriminants. Voilà, donc ça c'est important de le noter. Et Oui. ce n'est pas parce que, je le précise, pardon Madame Victor, je coupe, ce n'est pas parce qu'un salarié voilà, aurait trouvé ou prétend ou aurait prétendu que le salarié aurait commis une autre faute, qu'on ne peut pas démontrer devant les conseils des prud'hommes que ce licenciement en question, eh bien, finalement, aurait pour motif le fait qu'il ait dénoncé des faits discriminants. On peut le démontrer. Hein. Ça, voilà. Il ne faut pas que certains employeurs voilà, mal intentionnés pensent qu'en licenciant un salarié pour une toute autre raison, serait tranquille et ne risquerait pas d'être poursuivi pour un licenciement discriminatoire du fait qu'il ait licencié quelqu'un qui ait dénoncé des faits discriminatoires. Voilà. Alors, avant de passer à la dernière partie, même si l'heure tourne, juste quelques petites questions qui nous sont parvenues. En cas de discrimination, la médecine du travail peut-elle être compétente et peut-on faire intervenir également l'inspection du travail? Bien sûr, l'inspection du travail, et c'est si vous voulez, une institution qui est très, si vous voulez, très importante dans la lutte contre la discrimination. Un salarié qui se sentirait victime d'une situation de discrimination peut avertir l'inspection du travail pour faire état de cette situation de discrimination. Et c'est si vous voulez, un acteur incontournable dans la lutte contre la discrimination, tel que par exemple le défenseur des droits également, qu'on peut citer, hein, qu'on peut saisir, soit via son avocat, soit seul, hein, il n'y a pas de souci. On écrit un courrier en détaillant et avec pièces à l'appui, pour avertir le défenseur des droits d'une situation de discrimination. Et le défenseur des droits peut même venir être appelé à l'instance d'un contentieux prud'homal pour témoigner d'une situation de discrimination. Donc vraiment, il existe des acteurs incontournables dans la lutte de discrimination et il ne faut pas hésiter à les solliciter lorsqu'on est soi-même victime d'une situation de discrimination. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Oui, ces questions me paraissaient assez essentielles pour que je Bien me sûr, sois bien sûr. permise de les Oui, tout à glisser. fait, tout à fait.
Alors, abordons donc notre dernière partie avec nos 2 dernières questions. Parlons d'abord de l'action de groupe en matière de discrimination. Je crois que certaines discriminations, en particulier la discrimination syndicale, permettent l'action de groupe. Donc comment se déroule cette action de groupe et est-ce qu'une action de groupe empêche de mener en parallèle une, action individuelle? Alors oui, tout à fait, une question très intéressante. Alors l'action de groupe, quelle est son utilité finalement, quelle est sa fonction? Eh bien, c'est de permettre une action collective de salariés ou de candidats d'ailleurs à un emploi et qui se sentiraient victimes d'une même discrimination, eh bien, d'agir collectivement pour faire cesser la discrimination. Mais il faut rajouter à cela le fait de pouvoir également obtenir réparation. Donc, l'action collective, elle permet quoi? D'agir collectivement pour faire cesser une situation de discrimination, d'une part, et d'autre part, d'obtenir une réparation des préjudices. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, au préalable, ce qu'il faut noter, c'est que, en fait, cette action va être menée au travers d'une organisation syndicale représentative ou d'une association, hein, des associations habilitées qui peuvent effectivement agir pour mener cette action collective. Eh bien, elle va, d'une part, comme cela paraît tout à fait logique, notifier à l'employeur cette situation de discrimination et demander la cessation immédiate de cette situation. Et là, de deux choses l'une, soit l'employeur arrête et cesse cette situation de discrimination, ce qui n'est pas le cas, et là, l'action collective peut cesser, ou bien l'employeur, à réception de cette notification, n'agit pas et considère qu'il n'y a pas lieu, en tout cas, à faire cesser une quelconque situation. Et dans ce cas, à réception de cette notification, l'employeur, lui, considère qu'il n'y a pas à faire de démarche. Il peut également, à réception de cette notification, mener une discussion avec les partenaires sociaux pour effectivement interroger sur cette situation de discrimination et de discuter sur les mesures qui permettraient de faire cesser ces situations de discrimination, ces actes discriminants. Après un certain délai, donc il y a un délai de 6 mois à compter de la notification de notification par l'organisation syndicale ou l'association, peu importe laquelle, eh bien le juge pourra lui intervenir si effectivement il considère que cette situation de discrimination doit cesser, de faire cesser et de prendre les mesures pour faire cesser cette situation de discrimination. Et sur la deuxième partie de votre question, non, effectivement, une action collective n'empêche pas une action individuelle. Lorsqu'elle est menée pour faire cesser une situation de discrimination, eh bien, cette situation cette action peut se faire à travers si vous voulez, les dispositions communes individuelles. Par contre, si elle a vocation à réparer les préjudices subis, eh bien, l'action s'exerce là dans le cadre d'une procédure individuelle de droit commun définie par la loi. Donc, il y a deux choses à distinguer pour être clair. Lorsqu'elle est menée pour faire cesser une situation de discrimination, eh bien, là, on reste dans le cas classique de l'action collective. Et lorsqu'elle a vocation à réparer les préjudices subis, donc individuels, eh bien, l'action s'exerce, elle, dans le cadre de la procédure individuelle de droit commun, qui est prévue par la loi. Voilà, pour ce qui est de l'action collective, qui peut être un outil aussi très efficace pour lutter contre les discriminations, parce qu'en fait, elle fait pression, évidemment, sur l'employeur, plus qu'une action individuelle qui pourrait, assez isolé, qui pourrait ne pas avoir, si vous voulez, ce caractère un peu, ce caractère. Pot de terre contre le pot de fer. Tout à fait, exactement. Donc, c'est un outil qui peut être efficace. Très bien. Alors, on arrive presque au terme de notre webconférence. Il nous reste juste une dernière question. Donc,
et vous l'avez abordé un petit peu en partie tout à l'heure en parlant de Generali. Quelles sont les sanctions encourues par un employeur et dans quel cas peut-il être sanctionné? Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai expliqué, il existe deux types de sanctions. Donc, des sanctions qui peuvent être civiles et des sanctions qui peuvent être pénales. Sur les sanctions civiles, lorsque le salarié va saisir le conseil des prud'hommes, eh bien, il va d'une part demander à la réparation de son préjudice individuel, et donc il peut demander le versement de dommages et intérêts. Et comme on l'a vu sur cette décision du Conseil des prud'hommes de Nantes, eh bien, les montants peuvent être très importants. Parce que, évidemment, s'il y a un traitement, une différence de traitement, par exemple salariale, entre deux individus discriminatoires, il faudra réparer cette différence. Et donc, l'employeur risque très gros en maintenant finalement des situations de discrimination. Donc, il y a ces sanctions civiles de réparation d'une part, et de voir également des actes annulés par les dispositions du Code du travail. C'est-à-dire qu'un licenciement, par exemple, qui a été démontré devant le Conseil des prud'hommes comme étant un licenciement discriminatoire, eh bien, on va annuler ce licenciement, on annulera cette rupture et on pourra tout à fait également demander à ce que le salarié pourra demander à réintégrer les effectifs. Donc, ça aussi, ça peut être effectivement une sanction, en tout cas une conséquence à prendre en compte par l'employeur, parce qu'il faut également avoir la possibilité de réintégrer ce salarié. Et il existe également des sanctions pénales, puisque la sanction encourue pénalement par un employeur qui serait finalement condamné pour des actes de discrimination est de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc, ce sont vraiment des sanctions qui sont lourdes et il faut vraiment avoir conscience des conséquences et des risques encourus si l'employeur ne réagit pas ou s'il se rend coupable d'actions de discrimination. Donc voilà, il y a vraiment un plan civil, un volet civil et un volet pénal. Il y a vraiment deux types de sanctions qui sont prévues pour la lutte contre les discriminations. Donc voilà, c'est vraiment vraiment à prendre en compte. Alors, je vous remercie beaucoup maître pour cette dernière réponse. Alors juste une question qui vient d'apparaître à l'écran. Stéphanie qui nous demande si l'âge d'un salarié peut-il être discriminant? Oui, l'âge fait partie des 23 motifs de discrimination dont nous avons parlé au tout début de la webconférence. Alors voilà, les 45 minutes sont passées très vite. On a même Oui. légèrement débordé. Je suis désolée. Donc je vous recommunique les coordonnées de maître Kébé Soré que vous pourrez contacter. N'hésitez pas à la contacter pour tout conseil juridique. Et comme annoncé au début de cette webconférence, ma collègue Marine vous transmet un lien par chat qui vous permettra de poser gratuitement votre première question à notre équipe de juristes. Je vous donne également rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui aura lieu le 26 octobre à 14 heures toujours. Donc, cette fois-ci, elle intéressera plus particulièrement les chefs d'entreprise, les entrepreneurs ou les juristes d'entreprise, puisque nous y parlerons de la protection de vos marques et de vos brevets. Donc, un sujet radicalement différent. Marine est en train donc de vous transmettre le lien d'inscription à cette webconférence par chat. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos questions en amont de cette webconférence afin que je puisse les intégrer à la webconférence et d'être au plus près de vos attentes. J'invite également les élus à nous rejoindre dans nos 2 groupes privés sur Facebook ou sur LinkedIn où nous pourrons continuer les échanges. Merci encore à vous, maître Kébé Souré, d'avoir animé cette webconférence avec moi. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, j'espère. À bientôt, j'espère aussi.
Et n'hésitez pas à nous transmettre votre avis sur notre webconférence. Je ne sais pas si Marine l'a déjà fait ou si elle va le faire. Non, voilà, elle est en train de le faire actuellement. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette webconférence. Votre avis est vraiment très important. Ça nous permet de nous adapter et d'adapter notre contenu ou le format de la webconférence vraiment à vos attentes. Donc, merci encore à tous d'être venus. Au revoir et à très bientôt. Merci, au revoir.